Donc, quand la cellule épithéliale se transforme, donc c'est un sujet qui est très très vaste. On va essayer d'aborder sous deux principaux angles. Un angle modification du phénotype de l'épithélium, vous allez voir, et un angle de modification de la structure bronchique elle-même, avec un aspect de fibrose sous-épithéliale. Euh, donc je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je voudrais d'abord vous rappeler, vous savez déjà tous, que l'épithélium des voies aériennes constitue effectivement la première ligne de défense entre l'environnement et le parenchyme sous-jacent. C'est donc une barrière physique, et l'étanchéité de cette barrière est assurée par la présence de jonctions intercellulaires qu'on appelle les jonctions serrées. Ici, j'ai remis ici un schéma représentant la structure de l'épithélium bronchique, en l'occurrence, avec la présence de cellules basales, comme vous voyez, qui recouvrent la lame basale finalement de l'épithélium. Euh, c'est un épithélium pseudostratifié, donc toutes les cellules épithéliales ont un contact avec la lame basale, et on peut observer, donc, outre les cellules basales, des cellules ciliées et des cellules sécrétrices ou cellules à mucus. Et ces dernières donc, sont responsables de la production de mucus, et ce mucus va trapper finalement les molécules aéroportées pour les éliminer grâce au mouvement des cils, hein, donc des cellules ciliées. Donc, ce concept on connaît sous le nom d'épuration mucociliaire ou de clairance mucociliaire. L'épithélium est également capable de sécréter de nombreuses protéines impliquées dans la défense contre les agents infectieux, donc les virus, les bactéries, mais également des agents polluants, par exemple. Et on connaît également, bien sûr, son rôle maintenant dans la réaction innée et adaptive, donc la réaction immune contre l'envahisseur, entre guillemets, et puisque cet épithélium est également capable de détecter les pathogènes et d'envoyer un signal donc, de lutte contre les pathogènes sous la forme de cytokines, donc soit les cytokines TH2, mais c'est peut-être les interleukines 25, interleukines 33 pardon, et TSLP qui ont été récemment découvertes, et puis des alarmines qui arrêtent donc cette lutte. Alors, pourquoi cette cellule épithéliale se transformerait-elle? Puisque l'épithélium doit rester cohésif, doit rester intègre, de façon à ce que rien ne puisse pénétrer finalement dans l'organisme. Donc l'épithélium peut est en fait exposé à de nombreuses particules aéroportées, comme je vous l'ai dit, donc des allergènes, en particulier les protéases de ces allergènes qui sont toxiques, des virus, des particules polluantes, de nombreuses cytokines, hein, quand on répond, quand l'épithélium quand les poumons répondent à des particules nocives, il y a donc une inflammation qui s'installe avec la sécrétion de cytokines qui vont avoir un effet sur l'épithélium lui-même. Et puis, donc, ces molécules vont constituer une agression de l'épithélium qui peuvent aboutir d'ailleurs à la perte des contacts intercellulaires. Et cette perte également est un signal d'agression pour la cellule épithéliale, bien sûr. Il y a également des remaniements matriciels qui ont été observés dans de nombreuses pathologies chroniques obstructives, hein, donc vous verrez ici l'asthme, la BPCO également, qui constituent ces remaniements, donc quantitatifs et qualitatifs, hein, le type de matrice et puis également une matrice rigidifiée, vont constituer finalement des stimulations agressives pour la cellule épithéliale. Donc cette cellule épithéliale est capable de plasticité, et c'est grâce à cette plasticité qu'elle va pouvoir se transformer pour s'adapter finalement à ce nouvel environnement, pour essayer de survivre au mieux, et puis d'envoyer un signal également vers l'organisme pour répondre à cette agression. Donc, suite à l'agression de l'épithélium, donc pseudostratifié ici, donc en présence donc, des allergènes, des contaminants, l'inflammation, cet épithélium peut se retrouver complètement, la lame basale peut se retrouver complètement dénudée, où on peut observer, je vous montrerai des photos ensuite, la présence uniquement de cellules basales, par exemple, et donc cet épithélium doit être réparé. Pour réparer, donc pour recouvrir cette zone lésée, les cellules basales vont s'étaler, les basales qui finalement sont à la limite de la zone lésée vont s'étaler et vont migrer pour recouvrir cette basale, cette lame basale, qui est nécessaire pour restaurer l'intégrité immédiate hein, de l'épithélium. Donc, suite à cette migration, il va y avoir la production d'une matrice provisoire de réparation qui va être associée à la production, au recrutement également de fibroblastes hein, pour produire cette matrice.
Et cette matrice, maintenant, va permettre aux cellules de proliférer pour conduire finalement transitoirement à une métaplasie malpighienne. Donc, c'est des cellules cuboïdales qui vont se retrouver à combler, entre guillemets, le trou formé par la lésion. Et puis, dans une dernière phase de réparation, il y a la différenciation de ces cellules pour aller reconstituer un épithélium différencié. Donc, ces cellules vont pouvoir se différencier en cellules ciliées ou cellules à mucus. Alors, cette réparation se fait grâce à la présence de facteurs de réparation. Vous connaissez bien probablement le TGF-bêta, le GF également, qui peut être produit par l'épithélium lui-même. Hein. Et donc, cette réparation peut mettre en place donc, deux principaux phénomènes dont on va parler ici, dans ce topo. L'induction de transition épithélio-mésenchymateuse, donc c'est la transdifférenciation des cellules épithéliales vers un phénotype mésenchymateux, donc fibroblastique par exemple, et la transdifférenciation, dont j'ai déjà commencé à parler, qui est cette différenciation de cellules malpighiennes en cellules ciliées ou cellules à mucus. Alors, que se passe-t-il en pathologie, dans l'asthme en particulier? On pense que les agressions répétées de l'épithélium conduisent à la production exacerbée de facteurs de réparation qui vont finalement conduire donc, à une accumulation de matrices sous-épithéliales, à une prolifération, une accumulation de fibroblastes sous-épithéliaux, et donc ainsi à un remodelage des voies aériennes. Et donc ça finalement, c'est accompagné par l'inhibition de la différenciation des cellules malpighiennes en donc le phénotype cilié et mucociliaire. Donc ces agressions chroniques ou une réparation en présence d'un environnement inflammatoire vont altérer finalement les mécanismes normaux de réparation de l'épithélium. On va obtenir finalement un épithélium avec un morphotype altéré. Je vais vous montrer des illustrations un petit peu plus tard. Mais je voulais juste signaler que finalement, on est capable, on connaît les événements moléculaires qui sont impliqués dans la différenciation normale d'un épithélium bronchique. Donc avec ici, par exemple, le facteur de transcription Notch qui joue un rôle majeur dans cette différenciation, avec finalement, à partir de cellules basales, lors de la différenciation, les cellules qui donneront un phénotype cilié ont une expression faible de ce facteur de transcription, alors que l'expression élevée de ce facteur de transcription est associée à l'apparition de cellules, les club cells, ou en fait anciennement appelées les cellules de Clara, et également les cellules à mucus, donc les Blobet cells ici. Et puis, ces cellules sont caractérisées par la présence de protéines particulières qu'on peut rechercher in vivo pour mettre en évidence un phénotype particulier. D'autres modulateurs de la différenciation sont les micro-ARN, que vous connaissez peut-être également. Ces micro-ARN, finalement, sont une famille de petits ARN qui vont être capables de passer outre une régulation normale de l'expression des gènes lorsqu'on stimule une transcription génique. Par exemple, il y a la présence d'ARN messagers qui vont pouvoir être dégradés de façon massive par ces micro-RNA et qui vont être garants d'un phénotype particulier. Ça a été mis en évidence dans différents types cellulaires. Donc un phénotype finalement va être conservé par ces sortes de gardiens du phénotype. Donc ici, par exemple, je vous ai parlé du micro-RNA 449A, donc il y en a énormément. Mais en fait, finalement, il n'y a que quelques centaines de micro-RNA qui vont aller gouverner l'ensemble des ARN messagers finalement de l'organisme. Donc, ils ont un rôle vraiment majeur. Pardon, je vais juste... J'y arrive. Voilà. Donc, par exemple, dans le cas de l'épithélium bronchique, ce qui a été mis en évidence récemment, c'est une augmentation de ce micro-RNA qui est associé à une inhibition de la prolifération, hein, qui est nécessaire à partir vers une différenciation de l'épithélium. Donc, il faut d'abord augmenter ce micro-RN. Et la diminution, par contre, du micro-ARN 455 est accompagnée à une augmentation des façons de mucine dans l'épithélium bronchique. Donc il y a différentes façons comme ça d'aller moduler la différenciation de l'épithélium. Je vais vous présenter ici des images que nous avons obtenues concernant des biopsies, donc sur des biopsies de sujets, donc soit témoins, soit atteints de BPC. Donc ce n'est pas le thème du topo aujourd'hui, mais c'est vraiment ce type de pathologie pour lesquelles on a parlé de morphotypes qu'on retrouve finalement dans l'asthme, même si ça n'a pas encore été vraiment décrit. Donc, en ce qui concerne les témoins, donc vous voyez ici un épithélium pseudostratifié, la présence de cellules ciliées en particulier,
peu de cellules à mucus dans l'épithélium normal, non affecté. Dans le cas de la BPCO, on peut observer différents morphotypes. Donc une hyperplasie des cellules basales, on voit une différentes couches comme ça de cellules basales, et au-dessus donc des cellules ciliées. Une métaplasie sécrétoire, donc on voit bien ici une augmentation du nombre de cellules caliciformes, ou une métaplasie malpighienne qui est vraiment nette ici, avec une augmentation, donc une accumulation de cellules cuboïdales qui sont recouvertes de cellules aplaties, qui ressemblent un petit peu à la peau finalement. Alors dans l'asthme, donc toujours ici cette biopsie de sujet témoin, on peut voir, donc je vous disais, l'épithélium peut être agressé, il peut être lésé, et effectivement, on peut retrouver au niveau des biopsies juste une couche de cellules basales, donc les cellules de mucus et ciliées ont complètement disparu, et on peut même de temps en temps voir la lame basale qui est complètement dénudée. Donc là, effectivement, il s'agit de réparer. Donc cette réparation peut être anormale, et vous voyez ici une hyperplasie sécrétoire, toujours à la présence de cellules basales ici, et un épithélium quasiment constitué de cellules à mucus uniquement. Ici, une hyperplasie, donc c'est des cellules basales, je pense que c'est assez clair également, toujours avec ces cellules ciliées qui recouvrent l'épithélium. Et puis ici, une métaplasie malpighienne, avec ces cellules très plates qui recouvrent l'épithélium qui est formé là de cellules cuboïdales superposées. Donc clairement, différents morphotypes de l'épithélium dans les maladies obstructives, donc dans le BPCO et dans l'asthme en particulier, et qui vont être associés probablement à des altérations fonctionnelles de l'épithélium. Alors, on est capable de caractériser ces différents morphotypes. Vous voyez ici par exemple ce qui est couramment utilisé, donc les cytokératines 5 et 13 pour caractériser l'épithélium bien différencié, accompagné du MUC5AC, mucine 5AC pour les cellules à mucus, FOXJ1 qui est un facteur de transcription nécessaire à l'établissement des cils, à la ciliogénèse, et la tubuline 4 également impliquée dans la ciliogénèse, dans le mouvement des cils. Et donc ces différents phénotypes, métaplasie malpighienne caractérisée par la présence d'une protéine involucrine, comme dans les kératinocytes, comme dans la peau, transglutaminase 1, donc finalement c'est les marqueurs qu'on retrouve dans la peau. Hyperplasie des cellules caliciformes mise en évidence par l'augmentation du nombre de cellules MUC5AC, et puis du facteur de transcription SPEDEF, qui est vraiment nécessaire à la différenciation anormale vers des cellules caliciformes. Et puis l'hyperplasie des cellules basales, donc avec une augmentation des marqueurs de cellules basales, donc cytokératine 5-14 et le facteur de transcription P62. Alors, je vous disais, c'est lors de la réparation normale, c'est les cellules malpighiennes qui devraient se différencier vers des cellules épithéliales, soit ciliées, soit à mucus. Et finalement, on s'est rendu compte également, principalement in vitro ici, que des cellules ciliées, donc la notion ici de cellules différenciées de façon terminale, les cellules ciliées ont des cils, elles ne ressemblent plus du tout à des cellules basales, et elles ressemblent encore moins à des cellules à mucus. Eh bien, ces cellules ciliées sont capables de se transdifférencier en cellules caliciformes, donc sous l'effet de l'IL-13 en particulier. In vitro, j'aurais pu vous montrer des images ici, mais in vitro, on est capable de mimer cette obtention du phénotype squameux avec donc l'IL-13 qui est suffisante pour stimuler la transformation de cellules en cellules caliciformes. En l'absence des cellules basales, ça a été montré chez la souris, les cellules de Clara, donc les club cells, sont capables de se transdifférencier en cellules ciliées. Donc au sein d'un épithélium normalement différencié, on est également capable de passer à une dédifférenciation ou de redifférenciation de cellules qu'on pensait être terminalement différenciées. Alors, in vitro, je vous disais, on est capable de mimer ça. Alors, ce qu'on peut faire facilement, c'est à partir de biopsies bronchiques, on prend ces biopsies, on les met en culture. Alors, je ne sais pas si on voit bien ici, non. Donc, on voit les cellules sortir de l'explant. Elles vont aller recouvrir la surface de plastique. Elles vont donc envahir ce plastique. Une fois qu'elles ont envahi le plastique, on va les récupérer et les mettre cette fois-ci en culture à l'interface air liquide pour mimer finalement ce qui se passe dans les poumons. Et ça, c'est suffisant pour régénérer un épithélium pseudostratifié. Je pense, ouais, c'est assez clair ici. Vous voyez ici les cellules basales, et puis au-dessus, donc les cellules qui apparaissent, qui sont donc un épithélium pseudostratifié. Ces cellules touchent
également à la lame basale et sont soit porteuses de cils, soit productrices de mucus. Donc ça, c'est ce qu'on obtient au bout de 8 semaines de culture, hein, à partir des biopsies bronchiques. On se rend compte finalement que dans ce système, on est capable de conserver un phénotype altéré des cellules épithéliales. Donc ce qui se passe in vivo, suite aux agressions d'épithélium ou suite à l'exposition à des traitements, pour en discuter, finalement peut être conservé in vitro au bout de 8 semaines de culture. Donc là, c'est vraiment des modifications intrinsèques de l'épithélium, hein, c'est quelque chose qui peut se transposer de la cellule mère à la cellule fille. Et du coup, là, par exemple, ici, je vous ai montré ce qui se passe dans le cas de l'asthme sévère, où on peut observer par rapport à l'asthme plus modéré qu'il y a une augmentation finalement de cellules qui produisent une mucus quand on récupère ces cellules et qu'on les met en culture. Donc vraiment, elles ont gardé leur capacité à produire plus de mucus. Donc elles sont transformées de façon euh, qui perdure au cours du temps. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Je vous disais, donc les cellules épithéliales et l'épithélium est agressé in vivo. On peut également l'observer en regardant finalement ce qui se passe au niveau de la cohésion de l'épithélium. Hein. On disait l'épithélium doit rester intègre. Et bien ici, ce qu'on peut voir, alors que chez un individu normal, les jonctions serrées, donc ici mises en évidence par la protéine ZO1, sont bien présentes au niveau apical des cellules épithéliales. On les voit de façon punctiforme ici. Je ne sais pas si je pense que ça paraît clairement. Donc, dans l'asthme, et en particulier sévère, c'est finalement ce marquage est perdu. Les asthmatiques sévères ont moins de jonctions serrées au niveau apical de leurs cellules. Donc, c'est comme si les cellules étaient moins cohésives et pouvaient laisser passer finalement plus les microbes, les virus autres. Et donc, augmenter finalement la sensibilité de l'épithélium et des poumons aux envahisseurs. Alors, je vous disais, on peut conserver ces anomalies in vitro. Ben, c'est ce qu'on observe ici, encore une fois, dans cette étude, où lorsqu'on regarde l'épithélium par-dessus, on voit cet aspect nid d'abeille, pardon, ici, dans les biopsies des témoins. Donc, la ZO1, ici, toujours cette protéine des jonctions serrées, qui vraiment a une délimitation en nid d'abeille. Bien, cette localisation, cette distribution est vraiment altérée quand on regarde les biopsies des asthmatiques. C'est toujours vu par-dessus, vu du ciel. Et quand on prend les cellules différenciées in vitro dans ce modèle de culture à l'interface air liquide, on retrouve encore une fois cette diminution d'expression de Z1 au niveau apical. Donc encore une fois, ces cellules ont gardé des différences intrinsèques. Je vous parlais tout à l'heure de la transition épithélium-mésenchymateuse. C'est l'autre versant finalement de la transformation de l'épithélium. Donc, qu'est-ce que c'est que cette transition épithélium-mésenchymateuse? C'est la capacité d'une cellule épithéliale à perdre finalement son phénotype épithélial, passer par un phénotype métastable pour se différencier en cellule mésenchymateuse. Donc, cette transition est associée à une perte de polarité apicobasale. La cellule devient mobile. Les jonctions adhérentes et serrées disparaissent ici quand on arrive au phénotype métastable et particulièrement au phénotype mésenchymateux. Il y a des marqueurs qui sont présents dans les cellules épithéliales qui sont perdues, donc le cadérine et le cytokératine, au profit de l'acquisition de la vimentine ici. Et la bêta-caténine devient nucléaire. Ça, c'est une protéine qui est régulée, dont la localisation est régulée par les jonctions intercellulaires. Et donc, quand ces jonctions sont perdues, la bêta-caténine n'est plus accrochée à la membrane et peut aller dans le noyau, envoyer un message de transition épithélium-mésenchymateuse. Ça, c'est moléculairement un peu plus précis. Donc, le phénotype mésenchymateux est associé à la capacité, à une polarité avant-arrière, une capacité vraiment à migrer cette fois-ci. Donc, les jonctions adhérentes serrées disparaissent et puis ces cellules sont capables de produire une matrice de réparation, en l'occurrence des MMP, donc des métalloprotéases pour dégrader la matrice et migrer, et puis des médiateurs fibrogéniques. Cette transition a tout d'abord été mise en évidence lors de l'embryogénèse et de l'organogénèse. Ici, je vous ai montré l'exemple de la gastrulation, où vous avez les cellules du sillon primitif qui vont migrer, vous connaissez bien ça, pour aller donner les cellules du mésoderme, mésenchyme et le banc du phénotype hypoplasme. Donc c'est quelque chose qui était connu dans l'embryogénèse, l'organogénèse, et qui est rappelé finalement chez l'adulte en conditions pathologiques pour aller réparer, par exemple, l'épithélium en l'occurrence. On connaît la signalisation, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, donc de cette transition épithélium-mésenchymateuse,
Et on voit en fait en particulier des réarrangements du cytosquelette, la présence de facteurs de transcription spécifiques. Et puis, on va revenir là-dessus, des protéines comme bah voilà, les mRNA, dont on a parlé tout à l'heure, des molécules pardon, comme les microRNA, qui peuvent encore une fois réguler ce phénomène. In vitro, ce qu'on est capable de faire à partir de nos cellules épithéliales bronchiques primaires, c'est dans les conditions contrôle, on est capable de visualiser ici le cadérine, donc cette protéine de jonction qui est bien délimitée au niveau, on voit bien ici les contours des cellules, hein, je pense que c'est assez clair, avec, pour les cellules qui ne sont pas encore cohésives, la présence de vimentine, qui est en fait une molécule qui leur permet de migrer hein, et d'aller remplir le plastique. Quand on les cultive en présence de TGF-bêta, qui, comme je vous le rappelle, est un facteur de réparation, qui va être également un très bon inducteur de transition épithélo-mésenchymateuse, on voit que cette cadérine disparaît complètement de la membrane et c'est associé à l'apparition d'un joli réseau de vimentine ici. On est capable de mimer in vitro cette transformation. Dans l'asthme, c'est assez difficile à voir finalement la transition épithélo-mésenchymateuse in vivo. On essaye de mettre en évidence des colocalisations de marqueurs du phénotype épithélial ou du phénotype mésenchymateux. Donc ici, on a utilisé la présence de l'expression de cytokératine 5, hein, qui sont par les cellules basales, et on a essayé de regarder si ces cellules porteuses de cytokératine 5 pouvaient aller se retrouver dans le mésenchyme sous-jacent, puisque je vous rappelle que l'hypothèse, c'est que ces cellules épithéliales vont être capables, non seulement grâce à la transition épithélo-mésenchymateuse, de réparer l'épithélium, mais en cas de transition exagérée, de phénomènes exagérés, vont également contribuer à la formation des fibroblastes sous-épithéliaux. Donc on peut également retrouver l'expression de cellules cytokératine 5 en sous-épithélial, donc probablement que cette cellule mésenchymateuse provient finalement de l'épithélium juste au-dessus. Et, et ici, vous voyez en orange donc la colocalisation de la vimentine, qui est une protéine mésenchymateuse, avec la cytokératine 5. On a regardé, c'est des éléments qui sont très très rares, donc on essaie de reproduire l'observation. Et on voit effectivement ici, de façon peut-être plus claire, la présence d'une cellule cytokératine 5 en sous-épithélial au niveau de l'amas de fibroblastes. Et cette cellule colocalise maintenant, toujours, l'expression de vimentine et de cytokératine 5. Donc finalement, la transformation de la cellule épithéliale, la transformation pathologique dans l'asthme, à quoi est-ce qu'elle peut conduire? Donc elle peut conduire, comme je vous le disais, à la fibrogénèse sous-épithéliale avec la capacité de produire des éléments qui remodèlent la matrice, donc les métalloprotéases matricielles. Elles sont également capables de produire des protéines matricielles fibrières en particulier, telles le collagène 1. Elles sont capables, donc cette transition épithélo-mésenchymateuse conduit à l'accumulation probablement de fibroblastes. Je ne vous ai pas montré des modèles murins, mais il y a un modèle très convaincant d'asthme chez la souris qui a montré que le pool de fibroblastes sous-épithéliales provenait bien effectivement des cellules épithéliales bronchiolaires et alvéolaires en l'occurrence, puisque on n'a pas accès aux bronches chez la souris. Et puis cette transformation peut également conduire à une hyperactivation du TGF-bêta sous l'influence finalement de la production de métalloprotéases. L'altération du morphotype des cellules épithéliales peut conduire à l'augmentation de la production de mucus qu'on connaît bien dans l'asthme, au défaut du transport ciliaire et donc à ces plugs de mucus. Et puis, est-ce que cette altération de morphotype ne pourrait pas être associée à une différence de sensibilité de l'épithélium aux irritants environnementaux? En fait, c'est vraiment une question qui se pose, puisqu'il y a une étude quand même qui a montré qu'un épithélium squameux, qui a été obtenu ici par l'exposition à l'IL-13 et à l'IL-4, est associé donc ce phénotype squameux, finalement, était associé à une résistance à l'infection par le rhinovirus. On voit ici une diminution du titre du rhinovirus, donc dans les cellules normales, et une diminution qu'on observe également dans les cellules asthmatiques qu'on a traitées de la même façon hein, pour induire un phénotype squameux. Est-ce que cette altération est associée à une résistance ou à une augmentation à l'infection? Pour l'instant, ce n'est pas très clair. Donc finalement, quand la cellule épithéliale se transforme, qu'est-ce qui se passe? Donc cette plasticité, elle est bien nécessaire au renouvellement de l'épithélium lésé. Il faut faire attention parce que ce renouvellement, en fonction de l'environnement tissulaire, va aller altérer la différenciation de l'épithélium.
Donc peut-être qu'on peut jouer thérapeutiquement là-dessus, en particulier en empêchant la production de cytokines pro-inflammatoires. Quelles sont les propriétés de ce nouveau morphotype épithélial? Est-ce que, on n'a pas encore d'études vraiment claires là-dessus, est-ce que c'est associé avec une sévérité particulière de la maladie? Et puis, enfin, une troisième question que je peux vous poser, est-ce que finalement, ce serait assez intéressant de cibler cet épithélium respiratoire qui est la première barrière aux particules aéroportées, mais qui est du coup très facile d'accès à la thérapeutique. Et donc cibler sa transformation pour empêcher ces altérations dont je vous ai parlé ici. Je vous remercie de votre attention.